Bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une interview avec Gaëlle et Myriam de Femmes de Droit. Alors Gaëlle, c'est une illustratrice qui a fait déjà pas mal de livres autour de la périnatalité et notamment ce fameux livre dont je vous parle dans la présence des aînés lors des naissances pour préparer l'arrivée d'un bébé dans la famille avec comment naissent aussi les bébés et moi aussi alors. Je pense que je prendrai le temps de re-interviewer justement Gaëlle spécifiquement sur ces livres-là et sur tout son univers. Mais donc Myriam a choisi en fait avec son amie Anne de travailler avec Gaëlle pour illustrer un livre sur un sujet on va dire très, très tabou qui est à la base le sujet de l'inceste. C'était un projet qu'elles avaient parce qu'elles avaient elles-mêmes vécu ces situations de violence extrême et elles avaient pour envie de créer un outil justement pour pouvoir parler de ce sujet. Alors en fait c'est pas parler de ce sujet-là en tant que tel, mais en tout cas parler de en amont en fait ce que c'est qu'un bon secret et un mauvais secret, un vrai secret et un faux secret. Et à quel point justement, quand on ne se sent pas à l'aise avec le secret, il faut en parler. Donc ça, Myriam va vous l'expliquer. Je pense que c'est hyper important de parler de ces situations. Je crois que, voilà, en tant que moi adulte maintenant, j'ai été moi-même victime d'attouchements, d'abus dans mon enfance par des membres de ma famille. Et sûrement que si on m'avait accompagnée, si je m'étais sentie libre de parler, si il y avait eu un adulte à qui j'aurais pu en parler, peut-être que je l'aurais fait. Dans la réalité, j'ai aussi beaucoup occulté de choses qui sont arrivées beaucoup plus tard dans ma vie. Et ça, ça fait partie des mécanismes de protection que met en place l'esprit pour protéger de l'indicible, on va dire. En tout cas, je crois que si j'avais eu peut-être notion de ce bon et mauvais secret, peut-être que j'en aurais parlé. Aucune idée. En tout cas, ce qui est magnifique dans ce travail qu'elles ont fait, c'est qu'elles arrivent à parler de la violence potentiellement, mais sans jamais faire référence à la violence. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé autant pour parler effectivement des violences sexuelles qui peuvent être vécues par les enfants, que toutes les situations où justement on les met à contribution sur un secret qui n'est pas réellement un secret mais qui est là pour cacher quelque chose qui est mauvais. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast, à découvrir comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, quelle est la démarche, etc. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir le point de vue de ces autrices et de son illustratrice. Un projet à soutenir et je vous donnerai plus de détails à la fin du podcast. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Myriam, bonjour Gaëlle. Bonjour Mélissa. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce livre que moi personnellement j'attends avec grande impatience, qui s'appelle Le Secret. Et pour lequel vous êtes en train donc de faire une campagne Ulule qui est en train de se terminer dans les prochains jours. Et oui. Donc Myriam, toi tu travailles pour Femmes de Droit, et donc c'était vraiment une idée aussi par rapport à ça. J'ai vraiment envie que tu me parles justement
de la genèse en fait de cette idée, de comment est-ce que vous en êtes arrivé là, comment est-ce que vous avez collaboré ensemble, et aussi peut-être qu'est-ce que ça vous a apporté à l'une et à l'autre de travailler sur ce projet. Parfait. Ça fait longtemps qu'on travaille sur cette idée-là. À la base, Femmes de droit, c'est une association de soutien et de promotion des droits des femmes et des minorités. Minorités, donc enfants y compris. Et petit à petit, en travaillant sur le sujet, on s'est rendu compte que les violences faites aux enfants, c'est un peu le berceau de toutes les violences commises après sur les femmes, sur les personnes racisées, sur les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, etc. etc. Et au sein de l'association, on est plusieurs victimes d'inceste dans notre enfance. Et on a commencé à travailler sur le sujet et on s'est rendu compte que une des armes utilisées par de très nombreux agresseurs dans ce domaine, c'est le secret. C'est de dire, c'est notre secret, il faut en parler à personne. Et il y a énormément d'enfants qui n'osent pas parler de ces violences en particulier parce que c'est un secret de famille, c'est un secret de polichinelle, il faut surtout pas en parler. Et parmi toutes celles qui ont malheureusement été victimes d'inceste dans l'association, on est nombreuses à avoir des enfants et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut protéger nos enfants ? Quels outils on peut donner à nos enfants pour être sûr que ce qui nous est arrivé à nous ne se reproduise pas. Et c'est là qu'est venue l'idée de différencier ce que sont les vrais et les faux secrets. On en a beaucoup parlé, notamment avec Anne Pixin au début du projet, il y a 5 ans, 6 ans. Et puis on a continué à réfléchir et j'avais vraiment envie de travailler dessus. Et en même temps, il y avait plein d'autres choses qui se sont profilées. Et en parallèle de ça, j'aimais beaucoup tout l'univers créé par Gaëlle, par rapport à la périnatalité en particulier, mais de manière générale, j'aimais bien cet univers-là. Et puis on s'est dit qu'écrire sur le secret, c'était bien de le faire pour nos enfants, mais en fait, si c'est utile pour nos enfants, c'est utile pour tous les enfants. Donc on s'est dit, faisons un livre pour enfants. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, cette arme du secret, c'était pas utilisé que dans ces violences horribles qu'est l'inceste, mais aussi dans toutes les formes de violence, y compris les violences à l'école, le harcèlement scolaire, toutes ces petites violences que les enfants peuvent subir à plein d'occasions. Souvent, on leur dit « non, il ne faut pas en parler, c'est un secret ». Et donc en fait, c'est un outil de prévention de toutes les formes de violence. Et on s'est dit « mais ça, c'est vraiment la preuve que c'est un outil qui doit sortir ». Et ce qui était vraiment hyper important pour moi, c'est que on arrive à mettre sur pied un outil qui puisse être mis entre toutes les mains. Parce qu'il y a déjà des choses très spécifiques sur le harcèlement ou sur les violences sexuelles, et c'est des outils qui sont très très bien faits, notamment le dernier outil de Muriel Salmona qu'on peut retrouver sur son site, Mémoire traumatique et victimologie. Il y a le livre d'Andrea Bescon pour enfants. C'est trop bien, mais ça aborde la question frontalement, ce qui est une bonne chose, vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire avec l'enfant. On doit l'accompagner dans cette lecture, parce que sinon c'est vraiment difficile. C'est compliqué d'accompagner les enfants dans la lecture de ce genre de choses quand on a un adulte agresseur. Donc il fallait que ça puisse être un outil que les enfants peuvent s'approprier tout seuls, sans adulte autour d'eux. Et donc qu'il ne soit pas potentiellement traumatisant ou difficile. Et donc nous, à travers le texte du secret, à aucun moment on parle de violence. En fait, on en parle, on ne fait que ça, mais on n'en parle pas. On parle de ce qu'est un vrai secret, un faux secret. On dit que les faux secrets, ça ne nous rend pas bien, on est mal à l'aise, mais on ne nomme aucune violence, on ne décrit aucune violence. On permet juste à l'enfant de se rendre compte que si on lui a dit de garder le secret sur quelque chose et que cette chose le rend pas heureux, eh bien en fait, c'est pas un vrai secret et donc il peut en parler. Ça, c'est ce qu'on lui dit. Et ça marche pour tous les types de secrets, que ce soit des petits secrets entre copains, et qui sont vraiment de l'ordre du pas grave, ou des secrets beaucoup plus graves. Donc c'est un chouette outil universel finalement, qui peut être utilisé finalement aussi à tout âge. Exactement. Et qui touche tous les enfants, mais aussi finalement toutes les situations. C'est vraiment une force d'avoir réussi à créer ensemble un tel bouquin avec une portée qui peut être aussi intéressante, quoi. Il est vraiment temps qu'on en parle de ce livre, en fait. Mais tellement. Et ça, c'est génial. Quand tu dis utiliser à tout âge, en tout cas, je l'ai testé sur un enfant qui va bientôt avoir 4 ans et qui l'a compris avec ses mots, mais qui en tout cas s'est approprié. Avec mes filles de 8 et 10 ans, ça marche. Et avec aussi un enfant de 11 ans et demi qui a quand même trouvé le texte et les illustrations qui vont avec. Donc, évidemment, à chaque âge, il voit
des choses différentes dans le livre, il l'interprète de manière différente, mais ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a dit de 4 à 12 ans, ça reste un livre pour enfants avec assez peu de texte par page. Donc sans doute qu'à l'adolescence, il y a un peu ce truc de les trucs d'enfants, on veut pas trop. Et en même temps, l'avoir à disposition et le lire sans que personne nous regarde, ça peut quand même être utile même à l'adolescence. Mais c'est plus délicat d'offrir ce livre à un ado qui sans doute va mal le prendre parce que ça fait partie du domaine des enfants et qui a un espèce de mépris pour tout ce qui appartient à l'enfance et qui se développe beaucoup à l'adolescence et qui, j'espère, disparaît après. En tout cas, je fais partie des personnes pour qui ça a disparu et je pense que c'est important que ça disparaisse. Mais... Donc voilà, c'est pour ça qu'on a dit de 4 à 12 ans, mais en fait, il est utilisable à tout âge et dans différentes situations, que ce soit, encore une fois, à l'école, dans des milieux scolaires, dans des groupes de vie, dans des violences qui ont lieu, même entre frères et sœurs, tu sais... quand l'un des deux a fait une bêtise et puis que c'est mais bêtise qui a des conséquences sur l'autre enfant, mais c'est notre secret, on le dit pas à papa maman, en fait c'est hyper important que l'enfant puisse savoir que non, il va pas trahir son frère ou sa sœur en révélant le secret puisque ce n'est pas un secret. Ouais, surtout que ça amène quand même après à des situations d'inconfort effectivement. Oui. Donc c'est vraiment, vraiment très très intéressant. Et dans ce que tu disais juste avant, ça peut être aussi être utilisé par des professionnels en fait, oui, dans différents domaines pour aborder certains thèmes et toujours dans la question d'universalité finalement, puisque ça ne touche pas que la question de l'inceste ou de l'abus sexuel, mais tellement d'autres pans de la vie des enfants au quotidien, que c'est vraiment hyper intéressant finalement de l'utiliser peut-être comme un vecteur de parole. Exactement. Même pour les adultes, au final, quand on regarde les discussions qu'on a pu avoir, sur la réflexion du faux secret et de ce que ça génère en nous, je crois que même un adulte qui va lire ce livre va après remettre en question peut-être certaines situations. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un livre qui est aussi axé pour les adultes, mais qui permet quand même, je trouve, une réflexion vraiment très très large sur ce que provoque le faux secret. Oui, et effectivement je pense que c'est un livre qui devrait... Bon, si ça ne tenait qu'à moi, je crois tellement fort en la puissance de ce petit livre qui a l'air très inoffensif et très mignon, et qu'on a voulu très mignon. J'y crois tellement fort que, honnêtement, je gagnerais au loto. J'en mettrais un entre les mains de chaque enfant qui parle français dans le monde, ou qui lit le français en tout cas dans le monde, et j'en mettrais un dans chaque institution. Je pense qu'en avoir un dans un cabinet médical, pour que l'enfant le lise en attendant sa consultation chez le médecin, ça peut être l'occasion aussi que les enfants soient confrontés à ce texte pour des enfants qui ne vont pas en bibliothèque, dont les parents n'ont pas forcément la culture du livre et qui pourraient passer complètement à côté et pour lequel, pour autant, le message serait quand même important. Donc, ouais, je pense que ça... D'ailleurs, on a toute une série de professionnels de santé, des kinés notamment, des sages-femmes aussi, et des médecins généralistes qui ont déjà acheté le livre sur la campagne. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne idée. C'est un outil de prévention en fait aussi, hein. C'est pas oui. c'est pas que libérer la parole, mais finalement c'est aussi déjà inculquer quelque chose aux enfants, en tout cas leur expliquer à quel point c'est important de se rendre compte de qu'est-ce que ça provoque en eux, que ce secret, et du coup de désamorcer une situation rapidement en fait. Oui, parce que ce n'est pas un livre qui est uniquement pour les victimes ou potentielles victimes de violences, c'est vraiment un livre qui est pour tous les enfants, qu'ils soient acteurs ou qui soient face à une situation de violence, même sans la vivre, c'est important pour eux, pour tous les enfants, de pouvoir identifier justement à quel moment il faut parler, de cette violence, même si c'est pas forcément nous qui le vivons initialement, quoi. Oui, et ça parle aussi aux potentiels agresseurs, parce que je pense que on essaye tous et toutes d'être des bonnes personnes. Mais en fait, on peut tous et toutes être en situation d'être des agresseurs malgré nous. Et si ça nous arrive en tant qu'enfant, comprendre à travers ce livre qu'utiliser le secret pour dire à l'autre qui ne peut pas en parler, c'est pas ok en fait. C'est aussi en ça que ça peut être de la prévention. Et la deuxième chose, c'est que si l'enfant parle des petites choses, des petites transgressions de limites qui sont inconfortables pour lui, ça permet à l'adulte de repérer des situations potentiellement graves et d'y mettre fin avant que ça devienne des transgressions de limites beaucoup plus graves. Et si les transgressions sont déjà graves, ça permet aussi d'y mettre fin avant que ça continue et du coup de pouvoir protéger l'enfant plus rapidement. C'est ce qu'on souhaite. Ça implique aussi
qu'en tant qu'adulte, il faut être prêt à recevoir les secrets des enfants, il faut être prêt à les croire. Parce qu'on est quand même beaucoup dans une société qui a tendance à penser que les enfants inventent. Et c'est vrai, les enfants inventent plein de choses, mais de l'ordre de l'imaginable. Quand c'est inimaginable, bah, c'est potentiellement très très vrai en fait. Les enfants imaginent des choses dans le monde, dans leur monde imaginaire, mais pas dans le domaine des violences sexuelles. On n'invente pas ce genre de choses, surtout les plus jeunes. Donc ça veut dire être prêt à croire l'enfant et à mettre des choses en place. Et pour ça, à la fin du livre, il y a un QR code qui renvoie sur une page de notre site internet qui regorge de ressources de professionnels à contacter en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Canada. Si on est face à un secret, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, ça, ce sont des professionnels qu'on peut contacter pour être accompagné et pour aider l'enfant dans ses démarches, de nouveau, par rapport à différents types de violences, que ce soit des violences spécifiques à l'école ou des violences sexuelles, intrafamiliales, ou... Enfin, voilà. Ça, c'est un super outil. Ouais. Si vous avez rajouté en plus cette possibilité-là, je pense que alors là, ça donne encore plus de puissance à cet outil-là. Waouh. Et alors, moi, je réfléchissais aussi, dans l'univers que vous avez finalement créé et que tu as mis en couleur, Gaëlle, je me disais aussi qu'en tant qu'adulte ayant vécu des situations d'abus, c'est aussi mettre finalement des mots sur des ressentis qu'on a pu avoir. Et je pense que ça doit être... moi j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains, ce bouquin. Mais je pense que ça peut avoir autant d'impact que... moi, il y a certains de tes bouquins qui m'ont fort parlé et qui sont venus remuer des sensations et des sentiments à l'intérieur de moi. Et je crois que celui-ci, il aura aussi ce pouvoir-là, peut-être de réparer un peu, dans le sens où, en tant que victime, parfois on se sent aussi responsable de ce qui s'est passé. Il y a des situations un peu tangentes, des choses qui font qu'on se sent coupable parfois. Et je pense que ce livre-là, il peut aussi remettre à plat en fait ce qui s'est passé et nous dire, mais en fait, c'était pas toi le problème, d'accord ? C'était justement cette personne qui a pris le contrôle sur toi, exactement, qui t'a obligé à garder ce secret-là. Peut-être que tu traînes depuis des décennies, des années, voilà. Et je pense que ça peut être aussi un outil réparateur pour les adultes qu'on aime nous, mais qui avons aussi été à un moment donné victimes d'adultes ou de violences, de harcèlement scolaire, etc. Je veux dire, en tout cas, les adultes qu'on est nous et qui avons été abusés de quelque manière que ça a été, je pense que ça peut être aussi un outil pour mettre les mots et peut-être mettre un peu de baume sur le cœur, quoi. Oui, déjà en tant qu'illustratrice du livre, mais aussi victime d'inceste, il est vrai que j'ai voulu absolument que les illustrations évoquent très fort ce qu'on ressent. Quand on parle d'un bon secret, forcément on le sait au fond de nous, parce qu'on se sent bien, on se sent en confiance. Et comment est-ce que j'illustre ce sentiment de confiance ? Comment est-ce que j'illustre ce sentiment de légèreté et à la fois d'intimité qu'on peut partager avec une personne quand on parle d'un secret qui est agréable et qui est sain surtout ? Eh bien, j'ai d'abord un petit peu inconsciemment, je suis partie sur l'idée de faire un jardin secret, une forêt pleine de belles couleurs, hyper rassurante, une balade entre deux enfants qui sont vraiment, on le voit, heureux, qui ont une relation proche et saine. J'ai vraiment essayé de représenter ça avec mes pinceaux. Et c'est très réussi. Merci. et voilà. Et donc, effectivement, à un moment, ils évoquent ce que le mauvais secret provoque en nous. Et j'ai été puisée, évidemment, dans ce que je connaissais. Et j'ai essayé de trouver des couleurs que je pouvais associer à ces souvenirs difficiles. D'ailleurs, il est vrai que durant l'élaboration des illustrations, je suis passée par un moment un peu compliqué où j'ai eu une remontée de souvenirs traumatiques. Sincèrement, c'est très, très surprenant à vivre, mais j'espère vraiment en tout cas que ce que j'ai réussi à représenter, c'est toujours doux de toute manière et très évocateur des sentiments
en tout cas. Je sais pas... Non, je suis assez d'accord. Parce que tu dis que tu as essayé, moi aussi j'aurais pu essayer, franchement, j'y serais pas arrivée. Et là, c'est ce qui ressort. Et par rapport aux enfants à qui j'ai montré les illustrations sur le mur, là, j'ai demandé un peu comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils ressentaient dedans. Et les émotions et ce qui est traduit par les enfants correspond à ce que tu voulais y mettre. Donc c'est trop chouette, quoi. Ça, c'est chouette, oui. Ça, vous pouvez être fiers de vous dans l'élaboration de cet outil que vous avez fait ensemble. Je pense que votre super pouvoir, finalement, c'est d'y avoir mis aussi, malheureusement, de vos vécus. Enfin, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est malheureusement les expériences que vous avez vécues. Mais c'est aussi votre force, en fait. Ouais. Moi, personnellement, je parle pas pour tout le monde, mais vraiment juste pour moi. Parler, c'est réparer. Dessiner, c'est ma thérapie. Et j'ai vraiment envie de croire que mes dessins ont permis d'un petit peu me réparer. On sera jamais réparé totalement, mais ça m'a aidé définitivement. Et dans le livre, vraiment, il y a plein de petits symboles. Le livre est vraiment fort en symbolique. Ouais. Et vraiment doux. Hein. On peut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur de ce que ça pourra. C'est d'une douceur. C'est vraiment merveilleux. C'est ce qu'on voulait. On voulait quelque chose de safe et d'agréable à lire, à parcourir aussi. J'ai choisi vraiment longtemps parfois les couleurs. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans parce que je pense que c'était super important. Je me sentais investie quand même d'un gros travail. J'ai eu très peur d'ailleurs au début de pas être à la hauteur, mais aujourd'hui je mesure la chance que j'ai eu de faire ce livre, sincèrement. De le dessiner. Nous, on a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec toi. C'était vraiment super chouette et ça donne envie de continuer. J'avais envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux adultes et la responsabilité. D'abord, c'est une évidence pour nous trois, mais c'est bien de redire des évidences. La seule personne responsable d'une agression, c'est l'agresseur, point à la ligne. Jamais, quel que soit ce qu'a dit ou ce qu'a fait la victime, quelle que soit la façon dont elle était habillée ou la façon dont elle s'est comportée, l'agresseur n'avait pas le droit d'agresser, même si la victime n'a pas réussi à dire non. Si elle n'a pas dit un oui enjoué et enthousiaste, l'agresseur n'aurait pas dû agresser, point à la ligne, et donc il est toujours responsable. Et dans une relation adulte-enfant, quoi qu'il en soit, c'est toujours l'adulte responsable aussi. Donc quel que soit le point par lequel on analyse les choses, l'enfant victime de violence n'est jamais responsable. Mais je connais aussi énormément de victimes qui se sentent responsables d'avoir transgressé le secret, d'avoir osé dire les choses alors qu'on ne pouvait pas. Et souvent, il arrive dans certaines familles qu'on fasse peser cette responsabilité sur la personne qui parle, en disant qu'à cause de cette personne, la famille a volé en éclats, et que si elle s'était tue, la famille serait toujours ensemble. Et j'aime bien utiliser l'image d'une assiette. Imagine que tu fasses tomber une assiette et elle se brise complètement, mais elle a l'air encore unie. Ça, c'est ce qu'a fait l'agression. Et quand on parle, c'est comme si on essayait de porter l'assiette et on montre que l'assiette est cassée. Mais parler et révéler le secret, ça ne fait que montrer que l'assiette est cassée, mais ça ne la casse pas. Elle était déjà cassée avant. Si l'assiette tombe et qu'elle n'est pas cassée et que tu la ramasses, elle ne va pas se casser parce que tu la ramasses. Elle ne se cassera que si elle était déjà brisée avant. L'agression a brisé la famille. Quand on parle, ça ne fait que mettre l'éclairage sur cette brisure. Mais c'était déjà brisé avant. Et la personne qui a brisé la famille, ce n'est jamais la personne qui met la lumière sur la brisure. C'est jamais la personne qui ose parler. La personne qui a cassé la famille, c'est la personne qui a transgressé les limites, c'est-à-dire la personne qui a agressé, toujours. Et notre société, notre culture a tendance à renverser les responsabilités et à faire croire aux victimes qu'elles sont responsables. C'est pas pour rien que les victimes se sentent responsables. C'est d'abord quand on est enfant, c'est un mécanisme de défense et de protection, parce que c'est injuste ce qui arrive, mais c'est aussi incompréhensible, et du coup c'est effrayant de ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc si on se dit qu'on est responsable, ça donne du sens et ça permet de le comprendre d'une certaine façon, certes, mais une autre des raisons pour lesquelles les victimes se sentent responsables, c'est que toute la société, et toute société aussi bien de manière générale que les proches, lui font croire que c'est de sa faute. En lui demandant comment elle était habillée, ce qu'elle a fait, est-ce que tu es sûre que tu n'es pas en train d'inventer, et puis si tu parles, tu vas détruire la famille. Tout ça, ça renverse la responsabilité, et c'est pas juste,
parce que c'est jamais la victime qui est responsable. Ouais, c'est vraiment important de remettre tout ça. Est-ce qu'on a des chiffres sur la proportion d'enfants qui sont victimes en fait? Alors, par rapport à l'inceste, les chiffres officiels de l'OMS, donc d'abord c'est important de se dire que ça reste un sujet hyper tabou dont on parle très très peu, mais c'est pas tabou de le commettre, l'inceste finalement, c'est très tabou d'en parler, beaucoup plus que de le commettre. Et on le voit à travers la façon dont la justice gère ça. Mais donc l'OMS se base sur toute une série d'études qui ont été validées scientifiquement pour faire une évaluation. Mais on n'a pas de chiffres exacts et précis. Mais donc l'évaluation de l'OMS, c'est que ça concerne 20 à 24% des filles et 5 à 11% des garçons. Si on traduit ça concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, il y a entre 2 et 4 enfants concernés dans chaque classe de chaque école du pays. Donc un enseignant qui me dit « je ne suis pas sûre d'avoir déjà eu des élèves concernés » se trompe de question. La question c'est « qui sont les élèves concernés que j'ai eus ?» Parce qu'il en a eu. C'est impossible d'être enseignant et de ne pas être confronté à des enfants victimes d'inceste. On ne le repère pas parce qu'on n'est pas outillé pour, mais c'est impossible de ne pas être confronté à des enfants victimes d'inceste. Il y en a dans toutes les écoles, c'est à travers toutes les classes sociales, c'est à travers toutes les ethnies aussi. Voilà, ça se passe à tous les niveaux de la société. Et puis par rapport aux violences scolaires, là on a aussi d'autres études, et en moyenne ça concerne un enfant sur 5 qui est victime de harcèlement dans le cadre de sa scolarité tout au long de la scolarité. Ce qui est énorme aussi. C'est énorme aussi. Genre 20% de la population, là 20% de la population d'enfants, on n'est pas sur quelque chose de marginal. Et pareil pour les petites filles, 20 à 24% des petites filles, 5 à 11% des petits garçons. L'immense majorité des agresseurs sont des hommes aussi. C'est important de s'en rendre compte, y compris quand c'est des petits garçons qui sont victimes. On n'est vraiment pas sur quelque chose de marginal. On est sur une question d'intérêt public qui devrait faire l'objet de politiques publiques massives et qui sont assez tues, on en entend assez peu parler, sauf quand ça mène à des drames. Alors on parle de drame, pour moi le drame c'est déjà qu'on le commette, mais quand un enfant finit par se suicider à cause du harcèlement, alors là on en parle. Mais en fait il y a plein d'enfants qui ne vont pas jusque là, mais qui le subissent et qui en souffrent, et pour qui ça va créer des dommages jusqu'à la fin de leur jour, en termes de confiance en soi, en termes de rapport au monde, enfin c'est vraiment dramatique. Eh bien, en tout cas, vous êtes donc en train de terminer cette campagne Ulule. Comment est-ce que ça se passe? Donc c'est un système de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que c'est que le crowdfunding, parce que tout le monde ne connaît pas? Le principe du crowdfunding, c'est proposer un projet, convaincre, en tout cas essayer de convaincre, et les personnes convaincues peuvent nous aider en finançant ce projet. Ici concrètement, on propose un livre, Le Secret, et c'est un système de pré-vente. Aujourd'hui, on a largement dépassé notre objectif initial qui était de 200 précommandes. Mais on peut encore faire envoler les précommandes. Mais bien sûr. J'adorerais. Ah bah oui, et puis l'avantage de passer par Ulule et de précommander notre livre, c'est aussi de recevoir pléthore de petits cadeaux en plus qu'il n'y a pas en théorie. Donc nous, on vous invite, si ce livre vous intéresse, on vous invite vivement à faire une précommande, ce qui nous permet de financer d'autres projets annexes à ce livre qui seront toujours dans la lutte contre l'inceste, pour la prévention des violences faites aux enfants. Et c'est essentiel de soutenir ce livre et ces projets que Myriam et Femmes de Droit ont, vraiment. On en appelle aux gens, si vous êtes touchés par ce que vous venez d'entendre, on espère vraiment que vous serez là. Un livre, on peut... La première contrepartie s'élève à 18 € le livre. Le livre tout seul, plus si on arrive à 600 exemplaires, une carte postale illustrée, c'est 18 €. Et puis si on arrive à 800 ou à 1000 exemplaires, il y a plein d'autres cadeaux prévus en plus. Donc, mais ça aide énormément. Un livre nous aide énormément. C'est super important parce que ça permet aussi, enfin plus on aura de livres recommandés et plus notre poids politique est important, plus le monde politique se rend compte que
c'est une question qui intéresse la population, et plus ça va permettre aussi de soutenir tout le travail qu'on fait de manière totalement invisible, qui n'apparaît absolument pas sur les réseaux sociaux, mais de lobbying politique, de conscientisation du monde politique, des violences, des conséquences des violences et des politiques qui doivent être prises pour lutter contre ça. Ça mobilise quand même beaucoup d'heures chaque semaine au sein de l'association, dont on parle assez peu, parce que dire, à part on a rencontré telle personne ou telle personne, on ne le fait pas pour la reconnaissance, on le fait pour faire avancer la lutte. Et ça, plus il y a de personnes qui soutiennent un projet comme celui-là, et plus notre voix compte parmi les représentants politiques. Et par ailleurs, ce projet-ci est soutenu en partie par la COCOF, c'est-à-dire la Commission communautaire française, en gros la Fédération Wallonie-Bruxelles spécifique à Bruxelles. Et ce subside nous permet de distribuer 100 exemplaires du livre dans les institutions de la COCOF. C'est ça la participation de la COCOF, c'est que toutes les institutions de la COCOF vont recevoir un livre, enfin toutes les institutions en lien avec les enfants vont recevoir un exemplaire entre guillemets gratuit, c'est-à-dire payé par la COCOF, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a le petit logo de la COCOF sur le livre. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à tout ça. Merci de cette interview ensemble. Puis-je peut-être rajouter juste une petite chose pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. On a dit des choses qui sont quand même très remuantes aujourd'hui. Et ça me paraît vraiment important de vous rappeler que vous êtes vraiment légitime à faire une pause là maintenant et à faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de recharger un peu vos batteries, que ce soit aller boire un grand verre d'eau, une boisson chaude, prendre un bain, regarder une série, jouer à un petit jeu vidéo. Il n'y a pas de morale derrière ça, juste faire un petit quelque chose qui nous fait du bien, qui permet de remplir notre jauge d'énergie pour pouvoir continuer à affronter la vie de tous les jours. À chaque fois qu'on est confronté à des choses remuantes, c'est important de le faire pour pas se laisser trop vite s'effondrer. Et voilà, je rappelle à quel point c'est légitime, et j'invite vraiment les auditeurs, auditrices qui se sentent touchés par ce qu'on vient de dire de s'accorder ce petit moment. Ah, merci pour ce beau conseil qui clôture du coup cette interview. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois, on ne sait jamais, si jamais il y a d'autres projets à un moment. Il y en a d'autres. Magnifique. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Lily. Eh bien, c'était intense, hein. Je crois que Myriam a bien fait de donner ce message à la fin sur voilà, comment peut-être remettre un peu de la douceur après avoir potentiellement entendu voilà ce que nous ont partagé Myriam et Gaëlle. Aujourd'hui, du coup, ce que j'aimerais, c'est que vraiment vous alliez potentiellement sur le lien que je vous mets dans la description du podcast aujourd'hui, que vous alliez voir justement cette campagne, et que si l'envie vous prend de vraiment participer, parlez-en autour de vous. Je pense que c'est vraiment un outil à mettre entre toutes les mains. Comme dit Myriam, si je gagnais au loto, j'en enverrais un à chaque enfant qui parle français. Je crois qu'on peut en faire vraiment quelque chose qui peut avoir une réelle portée positive. Ça pourrait même être l'objet d'une étude de texte, enfin voilà, de pouvoir aborder le sujet du secret avec les enfants à l'école. Tellement de possibilités. Bref, ça serait vraiment tellement important que chacun soit en mesure de parler de ça, mais aussi en mesure peut-être d'entendre la parole des enfants. Myriam a bien expliqué que dans ce livre il y avait donc un QR code pour amener vers des professionnels référents qui pourront aider en fonction des différentes situations de violence que peuvent rencontrer les enfants. Je vous invite vraiment à aller sur donc la campagne Ulule pour le livre Le Secret, et d'en parler autour de vous, de faire du bruit, de partager ce podcast pour que les gens découvrent justement l'histoire de ce livre peut-être, ou simplement une fois que vous avez participé à la campagne, de repartager les informations sur ce livre, parce que je crois que il n'y aura pas de meilleur ambassadeur, de meilleure ambassadrice que vous, que posons cet acte qui est de parler clairement de ces situations-là, en tout cas de se dire, en fait, moi j'ai vraiment envie de pouvoir parler de ça avec mes enfants. Moi je me dis qu'on parle beaucoup du consentement chez nous, on parle beaucoup du respect des autres, etc.
mais que c'est parfois difficile d'aborder un sujet en disant si quelqu'un te fait ceci, si quelqu'un te fait ça, tu sais que tu peux m'en parler, etc. Mais pour les enfants, c'est des fois pas ça, c'est des fois tellement abstrait. La réalité, c'est que dans la plupart des cas, les agresseurs sont des membres de la famille, sont des gens en qui les enfants ont confiance et que ça prend du temps pour pouvoir parler. Si on aborde le sujet via le livre, je pense que ça pourra potentiellement peut-être débloquer des situations bien plus vite, bien plus tôt. Et ça, c'est le plus important. Essayez aussi de préserver nos enfants et de leur donner des outils pour comprendre, de compréhension, pour leur dire ce que tu es en train de vivre là, en fait, c'est pas juste. Parle-en, vraiment. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.